Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale. On vient ce soir décrypter le discours du président de la République. Grâce présidentielle des détenus, dissolution de l'Assemblée populaire nationale, remaniement partiel du gouvernement, ce sont les principales mesures annoncées ce soir par le chef de l'État. Un discours de 25 minutes prononcé dans un arabe dialectal. C'est un président tapant du poing que l'on a vu ce soir s'adresser à la nation à l'occasion du 18 février, journée du Shahid, et aussi à la veille du 2e anniversaire du Hirak béni du 22 février. Pour le chef de l'État, le temps presse afin de parachever tous les engagements pris durant sa campagne et dont certains ont été freinés par la pandémie. Décryptage donc ce soir du discours du président de la République. Avec vous, Monsieur Brahim Zitouni, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes analyste politique, merci d'être avec nous. C'est moi. Et nous accueillons également Monsieur Saïd Bousta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du quotidien L'Expression. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors messieurs, ce discours était très attendu. Depuis son retour d'Allemagne, nous avons remarqué un ravivement de l'activité politique. Le chef de l'État parle d'urgence. Une volonté a été perçue ce soir pour répondre aux attentes des Algériens. Un discours qui s'inscrit à la veille du 2e anniversaire du Hirak. Monsieur Zitouni. Oui, je crois que d'abord, il y a des remarques à faire sur le fond. Costume sombre, voix grave, arabe dialectal, vous l'avez souligné. Très forte volonté de vouloir être compris par l'ensemble des Algériens. Et aussi, toujours sur le plan de la forme, vous avez remarqué également ce petit encadré pour les sourds et muets, comme une volonté inclusive de vouloir faire partager son message politique à l'ensemble des Algériens, sans oublier, bien entendu, les malentendants. C'est aussi une nouveauté qui est d'une grande élégance et d'une grande finesse politique. Et puis ensuite, vous avez remarqué le cadre qui est derrière le chef de l'État, une fantasia, pour rappeler les valeurs essentielles de l'Algérie éternelle. Et donc je crois que là, il y a en même temps une affirmation de ce qui constitue notre pérennité, en particulier sur le plan culturel et j'allais dire sur le plan anthropologique, et en même temps cette volonté de bien mesurer le moment historique que nous vivons. Nous sortons d'un mouvement social extrêmement puissant, le Hirak béni du 22 février 2019, et on a senti chez le chef de l'État une sorte d'urgence, une volonté d'aller de l'avant, de s'extirper de la gangue et de la pandémie et de la bureaucratie, qui, dans les deux cas, ont freiné le mouvement de réforme que le président de la République veut initier, et on comprend très vite cette volonté, mais de fer, d'acier, de répondre au mouvement social. Et je crois que c'est cela qui était le plus impressionnant ce soir, cette gravité, cette sérénité, mais en même temps ce sentiment d'urgence pour aller vers des réformes qui soient des réformes radicales. Alors on a eu un décryptage sémiologique et politique, Monsieur Zitouni, avec vous. Monsieur Saïd Bousta, quelle lecture peut-on faire du choix du timing ? En fait, comme l'a si bien dit Monsieur Zitouni. Monsieur Zitouni, j'approuve tout à fait l'analyse de Monsieur Zitouni sur la forme. Dans le fond, il y a la journée du Shahid. C'est une journée que tous les Algériens, c'est-à-dire que le martyr en Algérie, vous voyez, nous avons remarqué dans toutes les marches, le martyr est toujours là, c'est-à-dire le martyr est toujours présent dans tous les discours, dans toutes les manifestations des Algériens, partout. C'est un peu cet esprit d'union aujourd'hui qu'on veut relancer. Absolument. Je crois que ce qui unit tous les Algériens, indépendamment de leur idéologie, de leurs idéologies, etc., c'est le martyr. C'est cela qui est vraiment important. Et le choix de cette journée, je pense qu'elle est aussi, parce qu'il y a aussi un agenda. Le président est revenu d'Allemagne il y a quelques jours. Il a eu des entretiens avec des personnalités politiques, etc., etc. Donc, il y a aussi un concours de circonstances, et c'est tant mieux.
que ça soit le 18 janvier pour annoncer le 22 février. Dans le fond, les décisions que vous venez de citer, que le président a prises, logiquement, ça doit ouvrir une perspective très intéressante sur la scène politique nationale et aussi sur la scène sociétale et sociale, même au niveau de la population, parce que maintenant la population est intéressée. Le Hirak, c'est aussi les Algériens, c'est la population. Donc c'est un discours, comme l'a si bien dit notre ami, est destiné à tout le monde. Et c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Les mesures prises sont vraiment très fortes. Alors un discours clair, concis, direct, dans un langage que tout le monde peut comprendre. On sent aujourd'hui une volonté de recréer cette confiance peut-être perdue il y a de nombreuses années. Parmi les principales décisions politiques prises aujourd'hui annoncées par le chef de l'État, la libération des détenus, une décision attendue par une centaine de familles, pratiquement un peu moins, et par tous les Algériens, une mesure d'apaisement. Monsieur Zitouni, c'était important. Oui, alors je crois que là, nous sommes effectivement dans une nouvelle phase qualitative du dialogue politique en Algérie. Nous avons enfin une présidence à l'écoute des revendications populaires, une présidence à l'écoute de l'opposition, ça c'est tout à fait nouveau. Cela faisait partie de certaines propositions de formation politique qu'il a rencontrées en début de semaine. Gilles Jadid, le FFS et d'autres. Et d'une certaine façon, le président de la République donne une prime aux dialoguistes, puisqu'il accède à cette demande, parce qu'il en est convaincu, mais parce que aussi cela peut constituer une bonne plateforme de discussion pour avancer, car l'enjeu est le suivant. Aujourd'hui, au moment où la mondialisation se développe de façon puissante, où la région est à feu et à sang. Le président de la République a fait le point sur les priorités diplomatiques algériennes et vous avez tout de suite compris que c'était la Libye, le Sahel, le Sahara occidental et la Palestine, c'est-à-dire ce qui est de notre environnement immédiat. Eh bien, dans ce contexte-là, le président de la République, ce qui l'intéresse, c'est de transformer le mouvement social, de voir sa traduction dans les institutions étatiques. Et son souci premier est de faire que ce Hirak devienne pérenne dans les changements institutionnels. Il dit à un moment, il ne faut pas que les changements dépendent d'une ou deux personnes, mais il faut qu'ils soient institutionnalisés pour être durables. Je crois que c'est là le souci principal du président de la République. Et là, il y a effectivement une volonté d'intégrer l'ensemble de l'opposition. Et d'une certaine façon, c'est aussi un appel aux boycotteurs ou en tout cas à l'opposition qui ne voulait pas reconnaître la légitimité de ce président de la République en leur disant, eh bien, les détenus principaux de vos revendications sont libérés. Que faites-vous maintenant? Et c'est d'une certaine façon remettre la balle dans leur camp et il sera intéressant de voir quelle va être l'attitude des professionnels du boycott, soit rester dans une attitude de boycott, soit répondre au jeu politique pour enfin faire rentrer l'Algérie dans la modernité de la démocratie. Est-ce qu'on veut aujourd'hui aller vers de nouvelles bases construites sur le dialogue, la concertation, sur l'écoute, puisque vous disiez qu'aujourd'hui il y a une écoute de la formation politique et de l'opposition également. Est-ce qu'on peut espérer par là qu'il y a une volonté réelle d'apporter un changement? Je crois que ça confirme une volonté, mais la volonté réelle du changement et du dialogue, nous l'avons constaté dans la démarche du président de la République depuis déjà longtemps, depuis son installation à la tête de la présidence de la République. Il n'a eu de cesse d'appeler au dialogue, il n'a eu de cesse de tendre la main au mouvement populaire et je pense que toutes ces mesures confirment cette tendance et cette volonté de dialogue du président de la République. Il a annoncé la libération, la grâce présidentielle pour une trentaine de détenus, 50 ou 60 autres pour ceux qui ont été jugés définitivement. 50 ou 60 autres seront également concernés au moment où leur jugement sera définitif. Est-ce qu'eux aussi seront concernés par finalement la grâce présidentielle? Que peut-on comprendre par son annonce? C'est très simple, c'est l'article 98.1 de la Constitution, ou 98.4 de tête, qui donne le droit
de grâce présidentielle au président de la République, et ce droit de grâce s'exerce aussi bien pour les jugements qui sont définitifs que pour les jugements qui seraient en cours ou qui ne seraient pas encore arrêtés sur le plan des mécanismes juridiques. Donc c'est un droit qui lui est conféré par la Constitution, il en use de plein droit, il est dans ses prérogatives présidentielles et il fait un geste politique fort. En fait, il y a deux très grands gestes politiques. Il y a celui des détenus, mais il y a aussi la dissolution du Parlement. Il avait le choix entre deux choses, soit dissoudre le Parlement, soit aller vers des élections législatives anticipées. Alors la différence, M. Zitouni, on en parlait tout à l'heure, dissolution de l'APN, élections anticipées. Dissolution de l'APN. Comment ça va se passer? Les pouvoirs législatifs sont dévolus au président de la République. Donc pendant les 3 mois de préparation de la campagne pour le futur scrutin, c'est le président de la République qui récupère le droit législatif, exactement comme entre 2 sessions parlementaires, entre juin et septembre, lorsqu'il y a les vacances parlementaires, eh bien le président peut légiférer par ordonnance. Eh bien nous sommes dans une situation tout à fait comparable. Ça c'est le premier point. Et donc dans ce cas-là, il légifère par ordonnance. À noter que cet acte de législation est encadré et par le Conseil d'État pour la forme et par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle qui va juger si ces lois, en particulier les lois organiques qui sont les plus importantes, sont conformes à l'esprit de la Constitution, si elles ne touchent pas aux libertés publiques et individuelles et ainsi de suite. Donc la Cour constitutionnelle est ici le garant et limite donne des limites au pouvoir d'un exécutif qui serait solitaire. Ici, nous avons un encadrement de l'exercice qui est tout à fait clair, qui est prévu par la Constitution, et nous sommes là dans des mécanismes tout à fait classiques. S'il avait choisi d'aller vers des élections législatives anticipées, eh bien nous aurions une Assemblée nationale qui continue à légiférer et le code électoral en question serait passé par son approbation. Ici, non, le code électoral, c'est lui qui va faire une ordonnance. Cette ordonnance est contrôlée par le Conseil d'État et par le Conseil constitutionnel, à charge à la nouvelle Assemblée qui va être élue de se voir présenter ce code électoral pour son approbation ou sa réfutation. Et là, on voit bien que le législateur, le constitutionnaliste, a bien cadré l'exercice et nous ne sommes pas du tout dans le cadre de prérogatives excessives, nous sommes dans le cadre de prérogatives qui sont prévues par la Constitution dans des cas d'urgence. Et l'urgence ici, c'est l'urgence politique. Nous avons un mouvement social qui est... il le dit clairement, nous n'avons plus le temps presse aujourd'hui. Et nous sommes dans ce cadre-là. Alors, Monsieur Saïd Bouzta, libération ou grâce présidentielle des détenus, dissolution de l'APN, on parlera également du remaniement partiel du gouvernement. On sent une volonté de rupture aujourd'hui, une volonté d'accélérer les choses et d'aller vraiment de l'avant maintenant? Oui, on sent une réelle volonté de passer à une phase qualitative réelle, donc de l'édification de l'Algérie nouvelle. Et sur les détenus, c'est une revendication populaire, il faut bien s'en rendre compte, c'est essentiel. Nous avons vu dans la marche du 16 février dernier, les détenus étaient omniprésents, c'est-à-dire c'est une réelle revendication populaire. Même les Algériens qui ne sortent pas, qui ne sortent pas dans les manifestations, trouvent qu'il faudrait qu'il y ait ce geste pour qu'on puisse discuter clairement, sereinement, pour qu'on puisse discuter sereinement. Sur la Constitution, le président va légiférer par ordonnance. Mais je crois qu'il y a un détail important à dire, c'est que si ce code électoral ne passera pas le processus parlementaire, il faut aussi dire qu'il a été soumis à toute la classe politique, et toute la classe politique, ceux qui sont représentés dans l'APN et ceux qui ne le sont pas, ont pu débattre de cette loi, ont pu l'enrichir, et le président de la République a reçu le comité Laraba qui lui a
soumis les propositions de la classe politique. Les propositions de la classe politique. Donc, l'ordonnance que va prendre le président de la République ne contredit pas l'esprit démocratique de sa démarche, je suppose. Elle est l'aboutissement d'un processus de dialogue. Absolument. Dissolution de l'APN, cela faisait partie de ses engagements durant sa campagne électorale. Ça a été retardé un peu avec la pandémie. Absolument. En fait, il avait parlé de législatives anticipées à l'époque, donc il n'était pas question de dissoudre le Parlement pour aller. Donc ça, c'est une décision, je suppose, qu'il a prise parce qu'il y a urgence, mais aussi parce que la loi la plus importante, c'est le code électoral, et le code électoral a été débattu au-delà de la représentation parlementaire. Donc, logiquement, il n'y a pas de souci. Il a également parlé d'édification institutionnelle, de redonner un peu cette crédibilité aux institutions. C'est important aujourd'hui de le souligner. Oui, alors là, il faut bien voir que nous sommes dans une situation où le pays sort de 30 à 40 ans de pouvoir autoritaire et que nous avons aussi des élites politiques qui sont fragilisées, d'où l'appel à la société civile, d'où l'appel à l'engagement de la jeunesse. Il y a, et ça c'est un axe stratégique. Pourquoi? Parce qu'on se rend vite compte qu'un exercice bureaucratique du pouvoir ne permet pas à des réformes de s'exercer dans la réalité sociale, et qu'une administration reste une administration, et que la seule courroie de puissance réformatrice, c'est celle qui est portée par les partis ou par une société civile organisée pour que des réformes se transforment dans la réalité sociale. C'est ce qui a manqué au cadre institutionnel algérien, d'où l'importance qu'attache le président de la République à voir la jeunesse s'engager. Il veut voir un renouvellement générationnel de la classe politique se réaliser de manière générale, société civile et société politique. Et je crois que c'est là-dessus que le président de la République compte pour insuffler un nouveau élan à des réformes qu'il veut approfondir. Je crois qu'il y a une sincérité dans le discours du président de la République qui est incontestable. Et cette sincérité est son arme, à mon avis, la plus puissante. Cette sincérité de la réforme, d'aller en avant pour résoudre ensemble les problèmes, cette aptitude au dialogue, cette capacité à l'écoute est une des grandes qualités du président Tebboune, et je crois qu'il en fait un usage politique exceptionnel. Alors, j'ouvre la parenthèse, puis vous parlez de la jeunesse et de la société civile. Il a annoncé l'ouverture d'ateliers pour créer dans les 8 jours l'Observatoire national de la société civile et dans les 15 à 20 jours à venir le Haut Conseil de la jeunesse. C'est dire l'importance qu'il accorde à ces deux volets, la jeunesse et la société civile, qui a été également constitutionnalisée. C'est important aujourd'hui de vouloir renouveler la classe politique, la société civile, vouloir faire participer la jeunesse qui aujourd'hui est un peu désœuvrée, perdue, l'inclure dans ce processus? Absolument. Seulement, il faut dire que c'est le début d'un processus. Il ne faut pas s'attendre à ce que demain, c'est toute la jeunesse qui va adhérer, qu'on aura une belle classe politique. Oui. Non, on aura des corrompus. Ce sera sur de longues années. On aura des gouvernements qui vont aussi mal faire certaines choses, etc. Mais le fait est que de constitutionnaliser tout ça, je trouve que c'est une bonne idée, mais à la condition que ces observatoires, que ces conseils supérieurs, etc., puissent fonctionner de manière sérieuse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de créer un cadre. Il faudrait que ce cadre ait une expression au niveau de la base, au niveau populaire. Et là, ça passe par des courroies administratifs, ça passe aussi par des couloirs politiques, et il faudrait, je pense que le président doit surveiller ça aussi. Je sais que ça lui fait qu'il y a contrôle, trop de boulot, mais il faudrait que l'Observatoire de la société civile soit réellement ancré dans la société civile, et le Haut Conseil de la jeunesse aussi. Il faudrait qu'il y ait une réelle adhésion. L'adhésion n'y est pas maintenant, c'est une réalité, mais cela se construit, il faut absolument la provoquer, je pense, à travers des gestes
des gestes forts de la part du président de la République. On en a eu 2 ou 3 aujourd'hui, mais aussi de personnalités qui seront nommées par le président de la République et qui doivent être efficaces sur le terrain. C'est pas évident. Nous sommes dans l'édification, la construction. Oui, tout à fait. Et j'en veux pour preuve la chose suivante. Le président de la République a bien rendu un hommage à la jeunesse algérienne et à sa discipline quant au Covid-19. Nous avons bien noté qu'il avait tout à fait valorisé le fait qu'il y ait eu une discipline sociale par rapport au Covid-19, une solidarité, une réaction de la jeunesse pour qui fait des bavettes, qui fait des respirateurs artificiels, et une mobilisation de la société civile. Et au vu de cette mobilisation de la jeunesse, bien entendu, le président de la République indique la chose suivante: puisque cette jeunesse a été capable de se mobiliser de cette manière pour la pandémie, pourquoi voulez-vous qu'elle ne se mobilise pas de la même façon pour investir, pour investir les institutions? Et c'est son vœu le plus cher de voir la jeunesse investir et l'Assemblée nationale et le Haut Conseil de la jeunesse et toutes les institutions qui se projetteraient vers l'avenir. Là, il y a une volonté de s'appuyer sur la société civile et sur la réaction populaire qu'il y a eu autour du Covid-19 en tant qu'impulsion première d'un mouvement de réforme plus profond qu'il souhaite accompagner le plus loin possible. Et j'ajouterais, oui, allez-y, monsieur je crois que le président doit savoir, il doit sans doute y penser. Et on sait très bien que en Algérie, sur les 40 dernières années, comme vous l'aviez souligné, les relais des pouvoirs étaient des relais opportunistes. Actuellement, alors que l'on parle maintenant, il y a des relais opportunistes qui sont en train de s'organiser et qui veulent se placer entre le président de la République et la jeunesse et la société réelle. C'est-à-dire il y a une volonté de reproduire encore le système d'avant. C'est une réalité. Et je pense que ce qu'il faut faire maintenant, et je sais que demander ça au président de la République, ça serait trop, mais il faudrait que le président, je crois qu'il n'est pas dupe. Ça lui fait 50 ans de carrière politique, il n'est pas dupe. Il sait que ces gens-là existent. Il en a parlé à un jeune d'ailleurs dans le jour de la fameuse conférence des startups. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu réel autour de ces observatoires, etc., c'est d'éliminer un maximum d'opportunistes. Et je vous assure qu'ils sont en train de s'organiser, les opportunistes. Moi, j'en ai vu. Voilà. Oui. Bah, les opportunistes, est-ce qu'on pourra un jour les éradiquer? Je pense que cela fait partie de la société. Il faudra mettre en place des mécanismes qui puissent contrôler tout cela. Quelle serait, à votre avis, aujourd'hui la réaction de la jeunesse, de la population algérienne après ces annonces? Écoutez, madame, moi, je ne peux pas prévoir de ce que va être la réaction de la jeunesse algérienne. Une chose est certaine, c'est qu'il répond aux revendications principales du mouvement social. Libération des détenus, c'est fait. L'Assemblée nationale était décriée pour être une assemblée de bénini oui-oui et d'opportunistes, elle est dissoute. Donc les principales revendications sont établies. Bon, maintenant, au mouvement populaire, au mouvement social, au-delà de la jeunesse et à la classe politique, d'être à la hauteur de l'accélération qu'est en train d'établir le président de la République. Et là, on va voir quelles vont être les réactions et des partis politiques et de la société civile de manière générale. Est-ce qu'on va avoir une adhésion ou pas? Et quelle va être l'attitude de ceux qui ont toujours essayé d'instrumentaliser le Hirak à leur profit? On va bien voir exactement qui est qui. Alors, il y aura 2 camps. Il y aura le camp de ceux qui disent « nous ne renonçons à rien de nos positions politiques, mais nous dialoguons, parce que c'est ainsi qu'on peut faire avancer les choses ». Et puis vous allez voir, à mon avis, une extrême minorité qui va dire « nous, de toutes les façons, on ne dialogue pas par principe ». Et ceux-là ont la lourde responsabilité de leur position face à l'étape historique que nous traversons, qui est exceptionnelle parce qu'elle vient après un mouvement social d'une amplitude qui a rarement été vue dans l'histoire du mouvement national algérien et qui rejoint ces grands moments historiques
après la Seconde Guerre mondiale, l'offensive du Nord constantinois, la grève de 1960, et ainsi de suite. Nous sommes en présence d'une phase historique qui est d'une importance capitale, et le président de la République se veut à la hauteur de cette phase historique, à la société civile, aux partis politiques, de se hisser à la même hauteur des exigences du peuple algérien. Alors, le chef de l'État a donné aujourd'hui le ton, et comme vous l'avez dit, à la classe politique, au gouvernement de suivre le pas pour que les mécanismes se mettent en place et que la société puisse adhérer à tous ces changements. Aujourd'hui, parmi les autres annonces faites aujourd'hui, le chef de l'État a montré son insatisfaction quant au rendu de certains départements ministériels. Il annonce un remaniement dans les 48 heures. C'est aussi une volonté de montrer aujourd'hui qu'il suit aujourd'hui son gouvernement et que leur travail n'a pas été satisfaisant, ils n'ont pas été à la hauteur. Oui, mais écoutez, le président a déjà montré son insatisfaction. Il a montré sa bonne foi d'abord. Oui. Il a proposé un programme aux Algériens. Et dans son programme, il y avait une défiscalisation des salaires de moins de 30 000 dinars qui touchait 6,5 millions d'Algériens. Il y a eu une lutte contre les zones d'ombre qui touchait quelque chose comme 9 millions d'Algériens. Et malgré cela, et il y a eu une gestion du Covid qui est l'une des meilleures au monde, ça c'est une réalité. Et donc ce sont autant de points positifs, mais il y a aussi des points négatifs, et je pense que le président en a parlé, il en a parlé avec une transparence, et je crois que c'est ce qui est nouveau dans la communication présidentielle en Algérie. C'est un président qui parle à son peuple, qui dit le gouvernement fait voilà, il le dit, il ne s'en cache pas, et ça. Pour revenir à votre question de la réaction, la réaction des Algériens, c'est autant d'indices, à mon sens, qui montrent aux Algériens que ce président tient sa parole. Il a dit « je défiscalise », le pétrole est tombé à 23 $, il a défiscalisé. Il a dit « je lutte contre les ondes d'ombre », le pétrole est tombé à 23 $, il a mobilisé plus de 50 milliards de dinars pour les ondes d'ombre. C'est une réalité, c'est des faits. C'est-à-dire on n'invente rien. On n'est pas en train de dire qu'il va le faire. Il l'a fait. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, la réaction des Algériens, pour revenir à votre question, qui à mon sens, est très intéressante, c'est qu'on ne saura jamais de comment les Algériens vont réagir. De toute façon, le 22 février 2019, c'était la grande surprise. Le 22 février 2021, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Mais Monsieur Tout-le-Monde, l'Algérien, il a quelques indices. Les indices, c'est qu'il est en face d'un président qui tient ses promesses. Et le président en a fait une, et on va voir comment les Algériens vont réagir. Je pense, comme l'a dit notre ami, il est évident qu'il y ait une extrême minorité de politiques qui ne contrôlent pas, qui n'encadrent pas le mouvement réellement. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire, mais le 22 février, on va voir comment les Algériens vont réagir. Ça, c'est vrai, ça, c'est une grande question. Et on le saura dans quelques jours. Absolument. On le saura dans quelques jours. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit comprendre aussi que le gouvernement devra rendre des comptes ? En tout cas, rendre des comptes, il y a un exercice gouvernemental qui est encadré aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant. Il y a une insatisfaction du président de la République du rendement de l'administration centrale, et je dis administration centrale à dessein parce que on a assisté à une administration bureaucratique qui n'était pas politique pour dessous, et là on voit bien les limites d'un pouvoir technocratique ou technico-bureaucratique. Ça ne peut donner que une législation par ordonnance, par décret, et on voit bien que même si ce gouvernement a la meilleure volonté du monde de réformer, il n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas tout simplement parce qu'il n'est pas en capacité politique de gouverner. Et tout l'enjeu est ici. Il nous faut passer maintenant de gouvernements bureaucratiques et technocratiques à des gouvernements politiques. Et c'est cela qui vient avec le nouveau Parlement, puisque va sortir de ce nouveau Parlement, dans 3 mois, 4 mois, lorsque les élections seront annoncées, eh bien, va sortir un gouvernement politique, qu'il soit
de la couleur de la majorité présidentielle, ou qu'il soit contre le gouvernement, contre la majorité présidentielle, ce sera dans tous les cas de figure un gouvernement politique. Et là, nous renouerons avec un exercice politique qui va enfin intéresser les Algériens et qui va les réconcilier avec l'acte politique, pourvu que l'efficacité s'en trouve démultipliée. Et tout l'enjeu est là. Et c'est un enjeu fondamental parce qu'on ne réconciliera les Algériens avec le politique que si nous avons un gouvernement politique qui est en même temps un gouvernement de l'efficacité. En tout cas, sur certaines réformes, on doit voir des résultats pour pouvoir amorcer à nouveau la pompe d'une société politique en mouvement pour la construction de l'Algérie nouvelle. Et là, le président de la République compte sur la jeunesse et sur les compétences. Et je crois que dans les deux cas, il a raison de le faire et il a raison de prendre le problème par le politique et non par l'économique. Et vous remarquerez qu'il le prend par le politique en faisant du soutien social. Il a parlé d'investissement dans les domaines socio-économiques et dans des domaines à fonction sociale. Fini les investissements dans les factures et les importations et les surfacturations. Des investissements pour l'emploi et pour l'économie. Ça, c'est le programme, c'est le guide général. Et si on articule le politique et le social, on pourra éventuellement trouver des solutions économiques. Et vous voyez bien l'ingénierie du président de la République. Elle n'est pas du tout comme ce que les forces rentières nous proposaient. Ah, on va faire des réformes économiques. Mais des réformes économiques qui n'ont jamais donné quoi que ce soit. Pas abouti. Le politique et le social, ce sont les deux clés qui permettront de bâtir l'Algérie nouvelle. Redynamiser l'activité politique, oui, allez, monsieur, vous citez à votre avis. Il n'est pas dit qu'un gouvernement politique réussisse. Hein. Vous savez, il y a eu, les exemples ne manquent pas. Hein. Il y a eu beaucoup de pays qui ont connu un processus ressemblant au nôtre et se sont payés des gouvernements politiques qui ont après ont totalement échoué. Hein. Mais il est certain qu'un gouvernement bureaucratique et technocratique va échouer. Oui, le gouvernement que nous avons maintenant a échoué sur certains plans, où nous avons eu des ministres qui sont plus bureaucratiques qu'économiques, alors qu'ils étaient dans des secteurs économiques. Ils ont bureaucratisé l'économie, certes, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre, c'est-à-dire il ne faut pas dire un aux changement gens, tout de suite. Absolument, Oui. il ne faut pas dire que parce qu'il y aura une nouvelle législative, parce qu'il y aura une nouvelle majorité, parce qu'il y aura des politiques que nous allons, on peut trébucher avec le prochain gouvernement, on peut trébucher avec un autre. Le changement aussi. ne se fera pas peut-être avec cette nouvelle élection législative, puisque la classe politique ne va pas réellement encore changer. Ce sera peut-être pour les années futures. Absolument. Il y a une grande différence entre un gouvernement bureaucratique et technocratique et un gouvernement politique. C'est la responsabilité. Absolument. Aujourd'hui, personne n'est responsable, tout le monde est responsable. Mais demain, lorsqu'il y aura un gouvernement politique qui vient aux affaires, eh bien là, il y aura des perdants et des gagnants. Et il y aura une comptabilité. On pourra dire, oui, on a échoué pour telle et telle raison politique. Aujourd'hui, qui ici peut dire pourquoi on a échoué? Qui peut mettre sur le dos d'une fraction politique donnée l'échec? Personne. C'est ça le mode de production rentier. C'est qu'il ne clarifie pas les enjeux. Des contre-pouvoirs également. Il y a des ministres, excusez-moi, Oui. il y a des ministres qui ont échoué. Et c'est des ministres qui ont échoué qui ne feront pas partie du prochain gouvernement. Hein, c'est tout. La responsabilité ministérielle et le président là. En plus, s'établit sur des objectifs. C'est ça qui est différent par rapport à la gestion d'avant, c'est que le président responsabilise ses ministres. Dans ces conseils des ministres. Bon, bien que même ça, en matière de communication politique, les conseils des ministres du président Tebboune diffèrent totalement des conseils des ministres d'avant, c'est parce qu'il y a une responsabilisation du ministre. Il donne des orientations et au ministre de les traduire. Il y a certains ministres qui n'ont pas réussi à traduire Auparavant, c'était des décisions unilatérales.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Apparemment, c'était noyé, effectivement. Mais là, je constate, moi, personnellement, que, et nous le faisons dans nos journaux, et nous critiquons tel ministère, et nous avons des arguments. Et des arguments qui sont valables. Et documentés. Absolument, qui sont documentés. Je crois que... on n'est pas dans le flou pour l'instant. Il y a eu et je reviens à la communication présidentielle, c'est que l'on nous dit, oui, il y a certains secteurs qui n'ont pas fonctionné. Nous le saurons dans 48 heures. Et en principe, il va y avoir un réglage. La logique voudrait qu'il y ait un réglage maintenant. Mais c'est justement, j'insiste sur ce point, il ne faut pas que les Algériens pensent que parce que nous avons... Restez prudent sur les annonces. Absolument, voilà. Non, c'est-à-dire, oui, absolument. Nous entrons dans un processus. Dans le processus dans lequel nous entrons, nous pourrons avoir un leader politique qui charme les gens, et j'en ai dans ma tête, mais je sais il y a de très très bons orateurs dans l'opposition maintenant, mais je sais qu'ils n'ont rien dans la tête. Je sais ce que je dis. Et si ces gens-là arrivent au pouvoir, attendez-vous à un gouvernement de bras cassés qui va se casser la gueule et qui après, donc il y aura d'autres élections pour le... Il faut aller vers des changements de comportement, placer des contre-pouvoirs importants aujourd'hui. Alors, le président de la République, vous l'avez remarqué dans son discours, tout début du discours, il a dit ses prérogatives qui ont été... Et les changements de comportement. Une nouvelle attitude vis-à-vis des Algériens. Ce ne sont plus des administrés, ce sont des citoyens. Et toute la différence est là. Et bien entendu, ils seront des citoyens aussi le jour où ils paieront des impôts. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on acquiert la citoyenneté lorsqu'on sort du mode de production rentier. Et on voit bien ici... Tout le défi, là, de sortir... Parce que le mode de production rentier, le système, comme disent les Algériens, et il ne s'agit pas simplement d'un régime politique. Quand on parle de système, c'est un ensemble de choses. On doit changer de système. Et le système, c'est le mode de production rentier. On en sort par le politique et la volonté politique, par la puissance du mouvement social sur laquelle se base la volonté politique présidentielle, et on en sort par le soutien social aux populations pour les intégrer à une dynamique politique. Mais bien entendu, la dimension inclusive, intégratrice est d'une importance capitale. Il s'agit de laisser le moins de personnes possible sur le bord de la route, d'où la politique des zones d'ombre, d'où cette inclusion sociale extrêmement importante pour que l'ensemble du corps social adhère à la démarche du changement qualitatif politique. Je crois que c'est ça le cap essentiel sur lequel insiste le président de la République. Mais il y a une chose qui m'a frappé dans cette... D'abord, c'est un discours à la nation. Jusqu'à maintenant, le président de la République était dans des interviews avec des journalistes. C'est l'une des premières fois où il s'adresse à la nation. Et c'est, je crois, maintenant que l'on va découvrir le président Tebboune. Jusqu'à présent, on découvrait Si Abdelmajid Tebboune, l'homme affable, issu du Sud, d'une culture de la tolérance. Et aujourd'hui, on découvre le président de la République. Et je crois qu'il est rentré ce soir dans le costume du président de la République. Et ça fait du bien à tous les Algériens. Un changeant de point. Oui, monsieur Boustel, je vous trouve toujours en train de me regarder. Je crois que le président est rentré dans son costume le jour de son discours sur la pandémie. Quand il y a eu la pandémie, quand il est venu, il a été très, très fort, très direct. Et oui, il a dit clairement, voilà, nous allons faire le confinement, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et oui, il a annoncé aux Algériens toutes les mesures restrictives de liberté, etc., qu'il devait faire. Et il a eu, je pense, à l'époque déjà l'attitude présidentielle. C'est le premier discours à la nation. Non, c'était un discours à la nation. Oui, il a déjà eu des discours à la nation. C'était un discours à la nation. Vous avez raison. Je crois qu'il est rentré déjà, à mon avis, il est rentré dans le costume. Et preuve-en-est, c'est que les Algériens ont saisi et les Algériens ont adhéré. Et une année après,
c'est un succès total, c'est une réalité. Mais je crois qu'il est rentré dans ce costume. Maintenant, les entretiens. Il les a remerciés également aujourd'hui pour leur patience. Absolument, absolument. Un président de la République qui remercie son peuple. Mais à mon sens, il était déjà président. C'est-à-dire, il y a eu cette petite, enfin, pas si petite que ça, mais de rien. Il y a eu cette petite coupure due à sa maladie. Due à sa maladie, qu'il a un peu éloigné, etc. Les gens. On sent un président de la République qui reprend la barre et le contrôle. Mais moi, je peux vous le dire, il reprend la barre et le contrôle. Il ne s'en cache pas, hein, il le dit clairement. Je veux dire, vous avez bien vu un président de la République qui tape sur la table. Vous avez vu un président de la République qui a une attitude d'affirmation de son autorité présidentielle. Et je crois que ça, c'était important, qu'il y a eu malheureusement cet épisode de la maladie qui l'a tenu de toutes les façons éloigné. Il y a eu un changement de ton quand même. On voit un changement. C'est ça la différence que vous voulez mettre en évidence. On voit un changement de ton, on voit une détermination extrêmement importante. Alors que dans des étapes précédentes, il était plutôt, le président de la République, dans un respect d'un certain nombre d'équilibres et il voulait faire évoluer les choses en tenant compte d'un certain nombre, d'un environnement socio-politique au plus haut niveau de l'État. Tandis que là, on sent une prise de décision et on sent un cap qui est donné. Et un cap qui est donné de façon ferme. Et on sent bien que c'est sa décision politique. On a entendu ces jours-ci qu'on conseillait au président de la République d'aller non pas vers la dissolution, mais vers des élections anticipées. Et là, on voit bien que le président de la République, c'est son choix à lui. Il a tranché. Il veut accélérer le mouvement, il veut aller vite, il ne veut pas perdre de temps. Et je crois que c'est là où il prend... Alors, je veux bien retirer l'histoire d'il rentrer dans le costume présidentiel, mais je dirais, c'est peut-être la première fois que je le sens aussi déterminé à indiquer le cap et qu'il n'en bougera pas. On sent un président avec une détermination extrêmement forte et je crois que c'est ça le plus important ce soir. Alors, il y a eu une autre décision, on n'en a pas parlé, celle du passage du Conseil constitutionnel à la Cour constitutionnelle. Et là aussi, ça a été constitutionnalisé. Et là, il annonce officiellement que cela va prendre acte. Il était prévu 1 an pour changer du Conseil constitutionnel à la Cour constitutionnelle. Il l'annonce immédiatement. Peut-être que cette annonce rapide... Cela va changer quoi? Si on doit revenir sur... Je pense que le souci ici, l'importance de cette décision. La loi organique concernant le code électoral. La Cour constitutionnelle est constituée de magistrats élus par le peuple, beaucoup, 6 sur 12. Et donc, il y a une plus forte légitimité de la dimension législative dans une Cour constitutionnelle que dans un Conseil constitutionnel qui est désigné. Et là, je crois qu'il veut accélérer le processus de la Cour constitutionnelle pour que lorsque il signera l'ordonnance relative au code électoral, elle passera par le Conseil d'État, comme elle doit passer, mais par la Cour constitutionnelle et non plus par le Conseil constitutionnel pour donner un ancrage juridique puissant à cette loi organique. Je crois que c'est ça le souci. Alors on rappellera qu'il a rappelé quand même que les élections seront toujours soumises au contrôle de l'ANI, Autorité nationale indépendante des élections. Et tout ça, je le rappelle, à la veille du 2e anniversaire du Hirak qui a sauvé l'Algérie d'une crise sans précédent, l'a-t-il encore une fois rappelé dans son discours, le chef de l'État. Parmi les autres décisions, pour conclure cette émission, c'était les annonces sur les questions internationales, sur la politique étrangère. On sent aujourd'hui que, vous le disiez tout à l'heure, on parle du voisinage immédiat, ce qui nous intéresse tout de suite, la Libye, la Palestine, le Sahara occidental, des questions constantes, une position constante de l'Algérie et le Sahel. Oui, et un hommage aussi indirect rendu au ministre Boukadoum, effectivement, puisqu'il dit bien qu'il y a eu une revigoration de la politique étrangère. Et il a commencé par la Libye, c'est dire l'importance de la question libyenne pour l'Algérie. Au regard de l'Algérie, oui. Mais pour le Maghreb dans son ensemble. Il faut absolument éviter
une Libye qui irait vers le fédéralisme ou une Libye qui irait vers carrément un émiettement en 3 grandes régions. Ce serait catastrophique à plus d'un titre pour l'Algérie et pour le Maghreb. Et on sent bien que c'est une préoccupation d'une grande importance chez le chef de l'État. C'est félicité de la décision finale, que la proposition algérienne ait été écoutée, qu'il y aura des élections nationales. Oui, et surtout une solution libo-libyenne. C'est voilà. ça qui est le plus important. Et je pense que là, ça prend la bonne voie. Encore faut-il soutenir ce processus qui est loin d'être exempt de toute embûche. Ça, c'est le premier point. Le second point qu'il a mentionné dans l'ordre des priorités, c'est la Palestine. Réaffirmant le principe du soutien inconditionnel de l'État et du peuple algérien à la cause palestinienne. Et là, on voit bien que c'est aussi une nouvelle affirmation du caractère progressiste de l'État algérien. Enfin, le Sahara occidental, qui est un point cardinal, dernière colonie d'Afrique. Et puis le Sahel. Je crois que là, le président de la République a délimité les urgences diplomatiques algériennes et elles vont, je crois, le poursuivre tout au long de son mandat. On remarque aussi peut-être le retour de l'Algérie sur la scène politique étrangère. Enfin oui, on a bien vu la réunion de Kidal et je pense que c'est un succès diplomatique l'Algérie. D'ailleurs, ce succès, il y a eu d'abord l'accord d'Alger, qui est un très bon accord, qui est un accord qui est jusqu'à maintenant soutenu par tout le monde, par tous les acteurs diplomatiques qui tournent autour du conflit malien. Et Kidal est quelque chose de vraiment très très important pour le retour à la stabilité au Mali. Et je crois que c'est important. Pour la Libye, bon, ça s'est fait sans l'Algérie aussi, il faut le dire, ça s'est fait en Suisse. L'Algérie prend acte et accueille cet accord et soutient le nouveau gouvernement libyen. Le nouveau gouvernement a besoin du soutien d'Alger, ça c'est un fait. Pour la Palestine, c'est une évidence. De toute façon, la Palestine, elle est dans le cœur de tous les Algériens. Aucun président de la République, quelle que soit son obédience, ne pourra s'opposer au soutien populaire très fort de l'Algérie pour la Palestine. Et pour le Sahara occidental et le Sahel, on connaît également les positions. Voilà. Merci messieurs, merci aujourd'hui d'avoir décrypté ce discours du chef de l'État. Je rappelle parmi ses principales mesures, la grâce présidentielle des détenus, dissolution de l'Assemblée populaire nationale, remaniement partiel du gouvernement dans les 48 heures. Ce sont les principales mesures annoncées ce soir par le chef de l'État dans son discours à la nation diffusé il y a 1 heure peut-être de cela. Un discours de 25 minutes, on le disait, tenu dans un langage clair, concis, direct, franc, transparent peut-être également, et puis dans un langage populaire. Voilà, merci messieurs d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Canal Algérie. Très bonne fin de soirée à vous et à bientôt. Au revoir.